Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Martin Blais. Je suis titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'UQAM, financé par le programme du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du gouvernement du Québec. Alors, aujourd'hui, dans le cycle de conférences, alors, c'est nous qui sommes programmés. Donc, c'est le travail de la chaire qui va être présenté. Et donc, la conférence s'intitule L'intimidation et le harcèlement vécu par les personnes LGBTQ+, fait saillant en fait des résultats de notre enquête. Alors, donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis prof titulaire au département de sexologie, titulaire de la chaire également, euh, la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Je travaille principalement sur les dynamiques d'inclusion et d'exclusion sociale qui affectent les personnes LGBTQ+, et sur les répercussions de ces dynamiques sur leurs conditions de vie, leurs relations interpersonnelles, leur bien-être psychologique et social. Alors, je fais cette présentation avec Fred Dion, qui est candidate au doctorat en sexologie, analyste et rédacteur scientifique à la chaire. Alors, ces travaux portent sur les réalités des personnes LGBTQIA+, et sur les expériences qui influencent leur bien-être, comme le soutien social, par exemple, et les expériences d'adversité. Alors, dans le cadre de son doctorat, Fred étudie le développement identitaire lesbo-queer dans un contexte historiquement marqué par l'invisibilité de ces réalités. Alors, ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, euh, je vais vous introduire cette présentation. Alors, on va parler essentiellement du contexte de l'étude, en fait, de notre approche de l'intimidation de l'échantillon. On va vous présenter les faits saillants et quelques recommandations, en fait, qu'on a déjà soumises dans le passé. Alors, le contexte de cette étude, c'est celui de l'étude québécoise sur les rapports sociaux qui a été mise en place par l'Institut de la statistique du Québec. Et donc, cette enquête visait à établir l'ampleur des situations d'intimidation ou de harcèlement dans la population générale, dans trois contextes de vie, l'école, le travail et la communauté plus largement, donc ce qui couvre essentiellement vous voyez mon habitude de prof en sexologie, donc les activités culturelles, sportives et les loisirs. Alors, dans cette enquête, donc, il y avait trois constats principaux. D'abord, l'intimidation où le harcèlement, dans au moins un des trois contextes, était estimé à 12% dans la population générale, à 28% chez les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou les personnes de minorité sexuelle, et à 34% chez les personnes trans ou non-binaires, ou les personnes de minorité de genre plus largement. Alors, je vais peut-être juste vous donner mon petit truc mnémotechnique tout de suite, mais vous allez voir qu'en fait, ça tient la route en fait dans la plupart dans la plupart des cas, quand on parle ici d'intimidation et de harcèlement, mais comparativement à la population générale, les minorités sexuelles présentent une prévalence qui est 2 fois plus élevée, les minorités de genre, une prévalence qui est 3 fois plus élevée d'intimidation et de harcèlement que la population générale. Et ces chiffres sont relativement constants. Euh, oui, tu peux changer, Fred. Merci. Alors, en fait, évidemment, ces données sont extrêmement importantes. Les données de l'ISQ, ce sont aussi des données qui nous permettent donc d'avoir un comparatif populationnel euh, très robuste. Mais par ailleurs, on a refait cette enquête, en fait, avec davantage de questions pour clarifier un peu le portrait, pouvoir explorer davantage des sous-groupes dont on parle peu, notamment, puis approfondir certaines questions. Donc, et ça parce qu'en fait, on ne peut pas identifier les tendances qui sont propres à certains sous-groupes au sein des populations LGBTQ+, à partir du rapport de l'ISQ. Euh, alors, en 2023-2024, on a reçu un financement du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour répliquer cette étude, mais dans un échantillon de personnes LGBTQ+. Vous avez le code QR pour le rapport intégral. Il est aussi sur le site de la chaire, par ailleurs, là, facilement disponible. On pourra peut-être mettre le lien d'ailleurs dans le chat. Alors, on va vous présenter aujourd'hui les faits saillants. Alors,
commençons peut-être par définir ce qu'on entend par intimidation et harcèlement. On a repris en fait la définition qui a été élaborée dans le groupe de travail qui a mis sur pied l'enquête de l'Institut de la statistique du Québec. Alors, à la base, il s'agit de comportements d'agression. Et là, vous voyez de quoi on parle à côté, les rumeurs, les photos, les vidéos méchantes, les moqueries, les insultes, la violence physique, l'exclusion sociale, les menaces, les gestes à connotation sexuelle, les vols ou le vandalisme, par exemple. Pour être qualifié d'intimidation ou de harcèlement, ces gestes doivent, ou ces comportements d'agression doivent survenir à répétition. Il va être difficile de les éviter. Et quand il est difficile de les éviter et que ça se répète, en fait, ça devient l'intimidation du harcèlement. Alors, évidemment, c'est un champ complexe, la question de l'intimidation et du harcèlement. Euh, il y a eu beaucoup de discussions dans le groupe de travail qui a mis en place cette enquête sur la manière dont on définit les termes. Et le constat de base, en fait, c'est qu'évidemment, chaque domaine a sa terminologie préférentielle. On a beaucoup parlé d'intimidation en contexte scolaire. Dans le milieu du travail, c'est plutôt légalement codé. On va parler de harcèlement. Mais ce sont des comportements, au-delà des contextes où ils surviennent, qui ont des caractéristiques assez similaires. Donc, on va traiter de harcèlement et d'intimidation, en fait, donc de ces comportements d'agression répétés dans cette présentation aujourd'hui, de la même manière qu'on fait dans le rapport sur l'intimidation et le harcèlement de l'UNESCO. Alors, ces comportements d'agression, ils peuvent être commis par n'importe qui, bien sûr, mais l'intimidation et le harcèlement découlent de déséquilibres dans les relations de pouvoir. Alors, bon, évidemment, je suis sociologue, alors c'est très difficile pour moi d'exclure cette conceptualisation de la question des relations de pouvoir. Et je pense qu'on a tendance un peu à l'oublier quand on parle d'intimidation, de harcèlement, ou en tout cas à ne pas considérer comme de l'intimidation des relations qui, a priori, seraient faites entre personnes d'un statut égal. Pourtant, ces déséquilibres peuvent être bien sûr, oui, formels, donc dans une relation hiérarchique, dans des relations hiérarchiques, mais aussi informelles, dans des contextes où il y a un pouvoir social, où il y a une marginalisation, par exemple. Et donc, c'est en partie en raison des déséquilibres informels que plusieurs personnes LGBTQ+, ont déjà vécu de l'intimidation ou du harcèlement. Alors donc, on a réalisé cette enquête en ligne, donc entre juillet 2023 et mai 2024, sur 1147 répondantes LGBTQ+, au Québec, en contexte scolaire. En fait, parmi ces répondants, il y en avait 486 qui avaient suivi au moins un cours dans un établissement d'éducation de la dernière, dans l'année qui précédait l'enquête, et 933 qui avaient eu un emploi dans la dernière année, donc qui ont aussi répondu à ces domaines-là. Donc, les comportements d'agression qui étaient mesurés, c'était les comportements en personne, donc les comportements dont vous avez vu la liste un peu plus tôt, insultes, rumeurs, menaces, violences physiques, coercition, exclusion, vandalisme, gestes à caractère sexuel. On a également mesuré les comportements de cyberagression, insultes, menaces par message direct, publication de commentaires, photos, vidéos, rumeurs, menaces, usurpation d'identité dans le but de blesser. Et on a aussi mesuré le caractère répétitif. Donc, les comportements vécus pour être qualifiés d'intimidation ou de harcèlement devaient l'avoir été au moins 2 fois par mois ou dès la première occurrence pour les publications en ligne, parce que en ligne, les publications peuvent être diffusées ou partagées. Donc, il y a eu beaucoup de discussions dans le comité consultatif de l'Institut de la statistique du Québec pour arriver à opérationnaliser sur le plan de la arriver à opérationnaliser, pardon, cette question de la répétition. Alors, on a ici les caractéristiques de l'échantillon, donc je ne vais pas passer dans le détail, mais je veux dire que c'est un échantillon, somme toute, relativement diversifié sur plusieurs des variables. Donc, bien sûr, il y a une surreprésentation de certains groupes qui sont surreprésentés dans les enquêtes en ligne par ailleurs. Donc, c'est assez typique. Donc, une surreprésentation des 25 à 44 ans, une surreprésentation des femmes cisgenres et des personnes non binaires assignées femmes à la naissance, par exemple. Mais on avait quand même une bonne proportion d'hommes cisgenres également dans cet échantillon, qui est parfois une population un peu difficile à aller chercher dans les enquêtes en ligne. On avait aussi une diversité d'orientation sexuelle.
Bon, principalement gays et lesbiennes, la moitié, des personnes plurisexuelles ou bi plus, en fait, bisexuelles, pansexuelles, donc pour un 36%. Euh, l'échantillon était principalement composé de personnes blanches, mais on avait quand même un 13% de personnes racisées ou ethnicisées. Puis on avait quand même aussi une bonne proportion, 40%, de personnes qui vivaient avec une incapacité limitant leurs activités quotidiennes. Alors, pour le portrait global, le premier fait saillant, en fait, peut-être à faire valoir, c'est une prévalence élevée des comportements d'agression dans tous les milieux. Alors, donc, on a défini l'agression comme un comportement auquel avaient été exposées les personnes une fois, au moins une fois, dans le courant sur une période de 12 mois, donc dans le courant de l'année ayant précédé l'enquête. Alors, tantôt, je vous disais qu'on avait défini le harcèlement et l'intimidation par une occurrence d'au moins 2 fois dans un mois. Donc, ici, c'est l'agression, donc prévalence dans tous les milieux. Donc, les comportements au moins une fois. Donc, tout milieu confondu, en fait, c'est plus de 3 personnes sur 4, donc 77% qui ont vécu au moins un des comportements dont je vous ai fait la liste plus tôt, au moins une fois, donc, dans l'année, ayant précédé l'enquête. Par contexte, en fait, on avait un 62% à l'école, un 50% au travail et un 69% dans la communauté, c'est-à-dire dans les activités culturelles, de loisirs ou sportives. Vous voyez quand même, ces chiffres sont assez impressionnants. Donc, c'est quand même une vaste majorité des gens qui ont déjà vécu au moins un de ces comportements dans un des 3 domaines sondés sur une période d'une année. Donc, en fait, il y a peu de gens qui échappent à ces comportements d'agression. Euh, Le deuxième fait saillant, en fait, c'est la prévalence élevée des situations d'intimidation ou de harcèlement également dans tous les milieux. Donc, agression au moins une fois dans l'année ayant précédé la collecte de données. Harcèlement, intimidation au moins 2 fois par mois euh, dans l'année également ayant précédé la collecte. Donc, évidemment, la prévalence est plus faible hein, parce que notre critère pour statuer sur l'intimidation et le harcèlement est plus sévère. Mais tout contexte confondu, on était à 33%. 20% à l'école, un 18% au travail et un 24% dans la communauté. Encore une fois, donc, que ce soit dans les activités de loisirs, les activités culturelles ou les activités sportives, par exemple. Alors, en fait, ces grandes données, d'abord, elles confirment quand on compare aux données de la population générale de l'ISQ, donc la surreprésentation des personnes LGBTQ+, parmi les victimes euh, d'agression, d'intimidation et de harcèlement. Euh, donc, c'est un constat en fait qu'on pose pratiquement dans chaque enquête, donc qui est toujours plus désolant à poser, mais bon, qui reste une constante dont il faut prendre acte. Alors maintenant, je vais passer la parole à Fred qui va donner un peu plus de contexte en fait sur qu'est-ce qui se cache derrière ces grandes données de prévalence. Fred. Merci pour l'intro, Martin. Peut-être juste d'entrée de jeu, juste pour mentionner que les pourcentages que je vais présenter à partir de maintenant, c'est vraiment ramené au sein des personnes concernées. Donc, évidemment, si je parle du contexte scolaire, c'est uniquement chez les personnes qui étaient inscrites dans le cours, contexte professionnel, uniquement les personnes qui avaient un emploi. Mais au-delà de ça, par exemple, si je parle des comportements vécus comme étant de l'intimidation, c'est uniquement chez le 33% qui en a vécu. Donc, je vais essayer de le mentionner autant que possible, mais c'est toujours comme chez les personnes concernées pour chacun des pourcentages. Donc, une chose qu'on voit, c'est que les préjugés homophobes, les préjugés transphobes, les préjugés racistes persistent. On les voit dans les données très, très clairement. Donc, voilà, bonne flèche. Donc, d'abord, je vais en fait mettre à la fois scolaire et communautaire sur l'écran parce que les données sont très similaires dans ces deux contextes-là. Mais parmi toute la liste, dans le fond, de comportements, on a regardé ceux qui ressortaient vraiment le plus souvent. Puis ce qu'on voit, c'est que tant à l'école que dans les activités en communauté, c'est les insultes à caractère homophobe qui ressortent le plus.
c'est-à-dire des insultes qui stigmatisent l'orientation sexuelle, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit présumée. Les insultes transphobes, euh, très proches en dessous, en fait, pour le contexte scolaire, étant ici les insultes qui stigmatisent l'identité ou l'expression de genre, que ce soit réel ou présumé. Les autres insultes, c'est ceux qui ne sont donc ni homophobes, ni transphobes, ni racistes, donc plus général. Puis ces trois-là, dans le fond, c'est les seuls qu'on avait spécifiés comme insultes ciblées, soit qui visaient l'orientation sexuelle, le genre ou le statut racisé. Mais on voit que tous les autres types d'insultes sont quand même très fréquents. Et enfin, dans les deux cas, il y a aussi le harcèlement à caractère sexuel, donc des gestes ou des mots à connotation sexuelle qui sont non désirés, qui sont vécus par beaucoup de victimes quand même. Le patron est un petit peu différent pour le travail. Les énoncés est un petit peu différents aussi, là, comme Martin mentionnait, comme chaque contexte a comme sa littérature puis ses propres mots pour décrire tout ça. Mais ce qui ressortait le plus au travail, c'était la violence verbale vécue par un corps de l'échantillon de travail, des comportements humiliants aussi, puis on revoit les insultes homophobes et les insultes transphobes aussi. Je tiens à dire que les insultes à caractère raciste n'ont pas été dans les quatre premiers, mais sont quand même plus élevés que, qu'est-ce qu'on voit dans la population générale à ce niveau-là. Donc, ça fait le lien avec les prochaines données. Donc, on voit vraiment qu'il y a une surexposition, en fait, des groupes les plus marginalisés parmi les victimes. Puis, juste garder en tête qu'ici, tout l'échantillon, en fait, est marginalisé sur la base d'au moins soit leur orientation sexuelle, soit leur identité de genre. Donc, il n'y a personne ici qui est comme majoritaire sur tous les points, si on veut. Mais on voit que quand même, au-delà de ça, il y a des tendances très, très claires qui ressortent. D'abord, au niveau de l'orientation sexuelle, ici, les pourcentages qui ne sont pas en gras, c'est les pourcentages pour lesquels il y a quand même beaucoup de variations autour de cette moyenne-là, donc à interpréter avec un petit peu plus de prudence. Mais ceux qui sont en gras, c'est des données un petit peu plus stables, un petit peu plus robustes. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les personnes gays et lesbiennes qui sont dans la ligne ici monosexuelle sont généralement ceux qui ont les plus faibles taux. Je pense que ça correspond aussi aux identités qui sont le plus connues, si on veut, dans la population générale, qui sont le moins incomprises aussi. Mais on voit que les chiffres augmentent après ça quand on regarde les personnes plurisexuelles, donc les personnes bisexuelles, les personnes pansexuelles. Les personnes asexuelles sont très, très fortement représentées parmi les victimes aussi. Puis d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer qu'on va présenter des données un petit peu plus approfondies sur l'orientation sexuelle puis sur la marginalisation, en fait, à la conférence JEARS, c'est la journée étudiante annuelle de recherche en sexologie, je crois, si ma mémoire est bonne, qui va avoir lieu le 9 avril prochain. Donc, si ce genre de truc vous intéresse, vous allez pouvoir en apprendre plus à ce moment-là. Mais au-delà de ça, on voit que les personnes trans et non-binaires sont environ 3 fois plus à risque ou vivent environ 3 fois plus d'intimidation que les personnes cisgenres dans tous les milieux. Que les personnes plus jeunes aussi en vivent plus que les personnes plus âgées. Donc, en milieu scolaire, les ados en vivaient presque 60%, tandis que les adultes, par exemple, au cégep ou à l'université, c'est relativement plus rare. Au travail, les personnes en bas de 25 ans avaient des taux de 20 à 24% de harcèlement psychologique, tandis que ça diminue un petit peu au-dessus de 25 ans. Et en communauté, 42% chez les ados versus 12 à 29 chez les adultes. On voit qu'il y a les personnes qui vivent avec limitations fonctionnelles qui ont un impact sur leur vie quotidienne sont aussi surreprésentées, donc presque 3 fois plus en milieu scolaire, 2 fois plus en contexte de travail ou en contexte communautaire. Et enfin, les personnes qui sont minorisées soit sur la base de la couleur de leur peau ou par exemple, les personnes blanches qui pourraient être minorisées sur la base de leur langue maternelle ou de leur religion sont aussi captées dans la première ligne ici. Donc, on voit que ces personnes-là sont plus souvent victimes, toute proportion conservée, que les personnes blanches non minorisées. On a aussi dans le questionnaire donc plein de trucs connexes, outre les comportements et le profil des victimes. Et la première chose qu'on a, c'est pour être victime de violence, encore faut-il que quelqu'un connaisse les comportements de violence envers toi. Et donc, on a regardé qui est-ce qui les commettait. D'abord, je pense que relativement sans surprise, dans le contexte scolaire, ce qui est le plus rapporté, c'est que ces comportements-là proviennent de d'autres élèves ou d'autres étudiants.
92% des personnes qui ont vécu de l'intimidation ont identifié ces personnes-là. Mais il reste que je trouve ceci quand même accablant. Il y a 33% des victimes qui ont dit que ça provenait des membres du personnel scolaire. Si vous avez peut-être remarqué, 92 et 33%, ça dépasse le 100%. Et en effet, ça nous donne en fait un 25% environ de personnes qui ont identifié à la fois des élèves ou des étudiants et des membres du personnel scolaire parmi les auteurs d'intimidation. Et ça me questionne un petit peu sur l'encadrement qui est fait de ces situations-là dans les écoles. Parce que je trouve quand même vraiment perturbant qu'une victime sur quatre ait vécu ces comportements-là à la fois par les pairs et par les personnes qui devraient être là pour les protéger. Au niveau du travail, on voit que dans la majorité des cas où les personnes les plus souvent identifiées, c'est les personnes qui utilisent les services, donc la clientèle ou la patientèle. Ce qui est quand même important, je trouve, comme information, parce que ça, c'est des personnes sur qui on a un petit peu moins de contrôle, si on veut, comme les milieux de travail peuvent moins faire d'intervention ou de prévention, de sensibilisation auprès de ces personnes-là, parce que ce pas des personnes qui sont officiellement dans l'organisation. Mais malgré tout, on voit que même de façon interne, il y a 61% des victimes de harcèlement qui ont identifié que ça provenait de leurs collègues au même niveau hiérarchique, 41% qui ont dit que ça provenait de leurs supérieurs, et quand même un 17% ici qui avaient identifié que ça venait de leurs propres employés sous leur supervision, en fait. Donc, je pense qu'on voit là aussi l'idée du pouvoir informel qui peut prédisposer des personnes minorisées à en vivre, même si elles sont techniquement dans une position d'autorité. Et ensuite, pour les contextes communautaires, encore une fois, dans la très, très grande majorité des cas, c'est des personnes inconnues qui ont été identifiées comme autrices d'intimidation. Donc, de façon similaire avec le contexte de travail, c'est des personnes pour qui l'intervention est très limitée. Puis après ça chute quand même drastiquement. 28% qui avaient identifié d'autres membres du groupe ou qui participaient à l'activité. Environ un quart qui avaient identifié des membres de la fratrie, donc leurs frères, leurs sœurs. D'ailleurs, petite parenthèse pour dire qu'on n'a pas dans cette étude-ci des comportements qui auraient été perpétrés par leurs parents, parce que ça devient de la maltraitance des enfants, puis c'est vraiment un autre monde. Puis même chose pour les partenaires intimes, parce que la violence en partenaire intime aussi est un type de violence particulier. Et donc, ce ne sont pas des formes d'intimidation, c'est pourquoi on n'a pas ces données ici. Et enfin, quelque chose d'un petit peu plus positif, j'ose dire, c'est que les responsables des groupes ou de ces activités-là sont identifiés le moins souvent dans 9% des cas. Ensuite, on sait que l'intimidation mène souvent des conséquences dans plusieurs sphères de la vie et on les voit très bien dans les données également. Donc d'abord, il y a environ 4 personnes sur 5, 3 personnes sur 4 qui ont rapporté vivre au moins une conséquence qui découlait directement de l'intimidation vécue selon les milieux. Parmi, donc, d'avoir un impact sur la perception de soi, donc une moins bonne estime de soi, par exemple. Ça peut créer des problèmes de santé physique. Ça peut avoir des impacts sur la qualité des relations interpersonnelles avec les amis, avec la famille. Et dans le cas de l'école et du travail, ça peut avoir un impact aussi sur la performance. Les données sont très, très similaires pour ce qui est des contextes scolaires et communautaires, c'est-à-dire que ce qui est le plus rapporté, c'est vraiment des impacts sur la perception de soi. Donc, au-dessus de 70% des victimes dans ces deux contextes-là qui ont rapporté cet impact-là. Et mention spéciale, peut-être aussi, la performance au niveau scolaire est affectée dans beaucoup de cas également. Ça, le patron, encore une fois, un petit peu différent pour ce qui est du contexte de travail, où on voit en fait que ce qui est le plus souvent identifié comme conséquence, c'est d'avoir une performance réduite, donc un impact négatif sur la qualité du travail accompli, mais que les impacts sur la perception de soi sont très, très proches en dessous à 68%. Donc, on voit que c'est pas mineur, c'est pas rien, puis c'est parfois des choses qui peuvent avoir un impact à long terme. Surtout au niveau de la performance à l'école ou au travail, où ça peut influencer le futur de façon parfois drastique. Mais là, je dépense vraiment qu'est-ce que le rapport permet de faire. Ensuite, on voit que la confiance dans les systèmes de soutien apparaît faible. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ne parlent pas de l'intimidation vécue.
On parle ici de 20% des victimes en contexte scolaire, 15% au travail et 24% en contexte communautaire qui n'ont pas parlé à personne dans leur vie de ces problématiques-là qu'ils vivaient dans leur milieu. Et en fait, on voit que la raison pourquoi les gens n'en parlent pas, qui est la moins citée à l'école et au travail, c'est de ne pas avoir ressenti le besoin d'en parler. L'inverse de ça veut quand même impliquer qu'il y a 60% des personnes qui n'en ont pas parlé en contexte scolaire et 57% en contexte de travail qui en auraient ressenti le besoin, mais qui ne l'ont pas fait. C'est pas la raison la plus citée en contexte communautaire. Je pense que ça se comprend un petit peu. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Donc, parmi les autres raisons, outre de ne pas ressentir le besoin d'en parler, il y a vraiment d'abord et avant tout l'idée que ça ne réglerait rien. Donc, pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que je me mettrais dans la situation où il faut que j'aille dévoiler, il faut que j'aille parler de comportements qui peuvent être très difficiles à dévoiler, si au fond, ça ne va absolument rien changer? On a la peur de se faire juger, de se faire accuser, de se faire dire que dans le fond, c'est un petit peu de ta faute. Si tu changeais ton comportement, ben, ça irait mieux. On a souvent aussi des personnes qui disent qu'ils ne savent pas vers qui ils pourraient se tourner pour dévoiler ça, donc on va garder ça pour elles. L'idée que personne ne va prendre ça au sérieux, que ça va être minimisé, quand même fréquente aussi. On voit ici quelque chose qui est vraiment propre au contexte scolaire, ou en tout cas plus drastique dans le contexte scolaire, l'idée que les personnes pourraient vivre des représailles, en fait, après l'avoir dévoilé. On a quand même 80% des personnes qui n'en ont pas parlé dans le contexte scolaire qui avaient peur que ça se retourne contre elles, ce que je trouve quand même marquant comme chiffre. Et finalement, on a l'idée que c'est trop difficile d'en parler. Il y a d'autres raisons. Celles-ci sont vraiment celles qui ressortent le plus, puis celles qui sont rapportées par, je dirais, au moins la moitié des personnes concernées. Mais ça montre que c'est quand même complexe, les enjeux derrière le dévoilement. Puis c'est pas juste une question de juste en parler ou de ne pas en parler. En lien avec ça, on voit que donc le dévoilement est quand même répandu. Ça reste une majorité de personnes qui vont en avoir parlé, mais on voit à qui les personnes en parlent, c'est très peu institutionnalisé. C'est-à-dire que les personnes n'en parlent pas nécessairement à celles qui pourraient les aider, à celles qui pourraient intervenir. Donc, dans tous les contextes, ce qu'on voit d'abord et avant tout, c'est que c'est l'entourage personnel qui est le plus mobilisé. Donc, 97% des victimes en contexte scolaire qui en ont parlé à quelqu'un l'ont dit à leurs amis ou à leur famille. Au-dessus de 90% aussi pour les collègues supérieurs et pour l'entourage personnel au travail. Et 98% des amis ou des membres du groupe dans des contextes communautaires. On a aussi je ne sais pas pourquoi, peut-être Martin pourrait nous le dire, la famille était considérée comme différente de amis et membres du groupe pour le contexte communautaire, mais on voit que c'est quand même plus de la moitié des personnes qui vont le mentionner à leur famille quand elles en parlent. Ensuite, deuxième bloc, on a les ressources externes à ces milieux-là. Donc, des ressources professionnelles comme d'en parler à des professionnels de la santé, à des lignes d'écoute, qui est quand même rapporté par 61% des personnes en milieu scolaire, 54% en ont parlé à des professionnels de la santé au travail, ben, en lien avec le travail, et 56% dans les contextes communautaires. Et là, les types de personnes à qui on peut en parler, qui sont vraiment propres au milieu comme tel, sont celles qui sont le moins souvent mobilisées. Donc, une victime sur deux qui en a parlé va en avoir parlé au personnel scolaire quand même. Ça reste presque la moitié, mais je m'attendrais quand même à ce que ce soit un petit peu plus élevé que ça. Au niveau du travail, c'est 43% qui vont avoir amené des problématiques vers leur syndicat ou les ressources humaines. Uniquement 12% qui vont en parler à des avocats ou à la commission des normes du travail, c'est-à-dire que on se rappelle que le harcèlement psychologique au travail est illégal. Il y a des lois qui encadrent ceci, et malgré tout, c'est assez rare les personnes qui vont se tourner vers les chemins légaux pour régler le tout. Et les responsables du groupe pour les activités communautaires sont alertés dans environ 14% des cas. On a approfondi un petit peu pour le personnel scolaire. On a demandé aux personnes qui avaient parlé au personnel scolaire de l'intimidation vécue comment ça avait été reçu. Puis on a presque 2 personnes sur 3 qui ont dit qu'ils avaient reçu des réactions positives, donc qui se sont fait offrir du soutien ou que le personnel scolaire s'est arrangé pour diminuer les contacts ou limiter les contacts entre les personnes autrices et leurs victimes. Mais dans presque autant de cas, on a aussi des réactions négatives, soit l'idée que
qu'il n'y ait rien qui soit fait, en fait, après le dévoilement. Ou cette idée-là que c'est un peu, dans le fond, de la faute des victimes et que les victimes auraient juste à changer de comportement pour éviter de vivre du harcèlement. Ce qui est vraiment déconnecté, je pense, de cet aspect-là de pouvoir social. C'est vraiment pas si simple que ça. Donc, encore une fois, je trouve ça quand même accablant de voir que parmi les personnes qui en parlent au personnel scolaire, il y en a beaucoup qui se font invalider, il y en a beaucoup qui se font minimiser les expériences vécues, alors que c'est des personnes qui vraiment devraient être là pour les soutenir. Ensuite, dernier petit bout de fait saillant, les stratégies utilisées. Donc, quelle démarche est-ce que les personnes qui vivent du harcèlement ou de l'intimidation mettent en place pour essayer de mettre fin à ces situations-là? Et ce qu'on voit, c'est que ce qui ressort le plus, c'est que c'est des stratégies qui sont centrées sur l'évitement ou qui placent vraiment la charge sur la victime. C'est ces stratégies-là qui sont le plus souvent mobilisées et celles-là aussi qui sont le plus souvent efficaces. Donc, au niveau des démarches entreprises, les options qu'on offrait aux gens, c'était d'éviter les contacts avec les personnes autrices, de les confronter, de changer d'établissement scolaire, de changer d'emploi ou d'arrêter de participer aux activités ou de déposer une plainte officielle ou un grief. On voit qu'à l'école et en milieu communautaire, on a presque 9 personnes sur 10 qui vont avoir entrepris au moins une démarche. C'est quand même un petit peu plus faible en milieu scolaire où c'est 60%, pardon, milieu de travail, 60% qui va avoir entrepris au moins une démarche. Et on voit aussi certains patrons assez parlants au niveau des démarches précises. Donc, encore une fois, très similaire entre l'école et les contextes communautaires, où ce qui est le plus souvent rapporté, c'est d'éviter les contacts avec les personnes autrices. Ce qui implique quand même de savoir où est-ce que ces personnes-là vont être et à quel moment elles vont être là pour pouvoir ensuite les éviter, donc pas nécessairement toujours très facile. On voit que de les confronter, les personnes autrices, c'est beaucoup moins rapporté, alors que dans la population générale, c'est beaucoup plus élevé. Et l'idée que de confronter les victimes quand tu n'es peut-être pas marginalisé, c'est moins difficile ou peut-être moins dangereux que quand tu es une personne marginalisée qui a déjà moins de pouvoir social. On voit qu'il y a quand même une personne sur 4 qui va soit changer d'école, soit arrêter de participer aux activités. C'est pas rien, c'est pas facile de changer d'école. Et on voit encore une fois que les chemins les plus officiels, comme de déposer une plainte, sont les moins mobilisés. C'est à 13% et 8%. Pour le contexte de travail, on voit qu'en fait, éviter les contacts est beaucoup moins rapporté que dans les autres contextes, alors que de confronter les personnes autrices, c'est ce qui ressort le plus. Je pense que ça parle ici c'est des contextes différents. Souvent, au travail, on va être dans des plus petites équipes, ça va être un petit peu plus structuré, plus institutionnalisé. Donc, tu as peut-être moins d'opportunités de travailler ailleurs ou de changer ton horaire, par exemple, pour ne pas être en contact. Donc, de là pourquoi peut-être la confrontation directe est un petit peu plus fréquente que l'évitement. Mais ça reste qu'une personne sur 4 va avoir démissionné et qu'environ une personne sur 10 va avoir déposé une plainte ou un grief syndical en lien avec le harcèlement psychologique. Outre ça, on a demandé aux personnes laquelle de ces démarches-là avait été la plus efficace parce que les gens pouvaient en rapporter plus qu'une. Et ce qu'on voit, c'est qu'en contexte scolaire et en contexte communautaire, le fait d'éviter les contacts avec les personnes autrices, c'est ce qui a le plus permis de mettre fin au harcèlement ou à l'intimidation, pardon. Tandis qu'au travail, c'est vraiment de démissionner. Avec une personne sur 2 qui a mis des stratégies en place, qui a dit qu'en fait, c'est ça qui a permis de régler les situations. Et enfin, outre qu'est-ce qui a été mis en place, on a demandé aux gens de nous parler un petit peu des résultats des démarches qu'ils avaient entreprises. Donc ici, on a en rouge foncé, c'est les personnes qui ont rapporté que les démarches qu'ils ont mis en place n'ont pas aidé à régler la situation ou ont même empiré les choses. Donc quand même une personne sur 3 qui rapporte ça. Et parmi les 67% des personnes qui disent que ça a aidé la situation, c'est surtout des personnes qui disent que ça l'a aidé en partie. Donc, il y a très, très peu de personnes qui nous disent que ça a réglé complètement la situation. C'est la petite barre rose en bas, c'est 6%, je pense, dans le contexte scolaire. Très, très similaire au niveau du contexte de travail. Donc, 38% des personnes nous disent que ça n'a pas aidé ou que ça a empiré la situation d'avoir fait des démarches. Et parmi les 62% des personnes que ça a aidé, c'est environ 10% qui nous disent que ça a tout réglé.
est très, très similaire encore pour le contexte communautaire. 36% qui disent que ça n'a pas aidé ou que ça a nuit. Et dans les 64% pour qui ça l'a aidé, on a 13% qui ont dit que ça a réglé complètement la situation. Donc, Martin, je te repasse la parole. Merci, Fred. Alors, ben, peut-être juste un petit résumé rapide des résultats qui montrent pourquoi il faut agir. Alors, d'abord, ce qu'on constate, c'est une exposition beaucoup plus élevée. Donc, les personnes LGBTQ2+, sont 2 à 3 fois plus exposées à l'intimidation et au harcèlement, tout contexte confondu. On voit aussi des formes de violence qui sont souvent discriminatoires. Alors, jusqu'à 33% des personnes de minorité de genre, par exemple, rapportent de l'intimidation et du harcèlement explicitement lié à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Il faut savoir aussi que la mesure des violences discriminatoires était très restrictive dans cette enquête. Donc, tous les motifs de discrimination potentiels n'étaient pas couverts. Et donc, pour cette raison-là, il y a aussi une partie de l'intimidation et du harcèlement à caractère discriminatoire qui n'a pas été captée. Donc, on peut penser qu'à la fois cette enquête-ci et comme celle de l'Institut de la statistique du Québec, d'ailleurs, sous-estiment les violences à caractère discriminatoire pour cette raison-là. On a aussi vu qu'il y a des impacts majeurs sur le bien-être et la réussite. Alors, évidemment, c'est une mesure auto-rapportée des impacts. Donc, plus de 80% des victimes ont rapporté des effets négatifs sur leur santé, leur travail ou leur parcours scolaire. Euh, donc, c'est bien sûr un chiffre énorme. Une des raisons, c'est peut-être parce que souvent les gens sont ciblés pour ce qu'elles sont. Donc, c'est du harcèlement et de l'intimidation vraiment ciblant l'identité. Donc, basé sur l'identité, contrairement peut-être à d'autres formes qui sont moins liées à des caractéristiques spécifiques. Donc, celles-là, on peut penser qu'elles ont un impact plus important. Aussi, évidemment, c'était dans l'année, on a mesuré dans l'année précédente, hein, donc on n'a pas de données longitudinales sur les impacts à long terme de ces situations d'intimidation. Donc, c'est une limite importante, mais il ne faut pas penser non plus que ces effets-là n'ont pas un effet durable. Donc, une piste à explorer. Ensuite, il faut aussi, on l'a constaté, donc certains groupes sont particulièrement ciblés. Donc, Fred en a parlé. Donc, les groupes peut-être qui, dans la population générale, sont moins bien compris, ou les étiquettes identitaires peut-être sont moins connues, moins intelligibles pour la population générale, parce qu'il y a un moins grand historique, en fait, de discussion de ces étiquettes-là, en fait. Donc, en font des personnes particulièrement ciblées. Donc, les personnes trans et non-binaires, les personnes plus jeunes aussi à cause des milieux, on l'observe à peu près dans toutes les enquêtes, en fait. Donc, les, les jeunes qui fréquentent des milieux primaires, secondaires, sont plus susceptibles de vivre de l'intimidation et en général, ça diminue avec l'âge, ce qui témoigne pas simplement de l'âge des répondants, mais aussi de l'âge et peut-être de la maturité aussi des groupes dans lesquels ils sont, dans lesquels ils baignent. Les personnes racisées également, les personnes en situation de handicap présentaient, comme tous ces groupes, une exposition encore plus élevée, donc jusqu'à de 42 à 53% dans certains contextes. Il faut aussi dire que on n'a pas présenté ces données, mais le cumul des identités marginalisées au sein d'un grand groupe des jeunes marginalisés, par ailleurs, était aussi associé à une augmentation de l'intimidation. Donc, quand on était à la fois une personne minorisée, euh, donc en situation de handicap, racisée, plus jeune, trans, non-binaire, donc en fait, plus on cumule les statuts marginalisés, ces positionnements, ces identités, euh, plus on est exposé. Donc, ça parle aussi des rapports de pouvoir, ça parle aussi de l'effet de l'impact de la marginalisation, pardon. Tu peux changer, Fred, merci. Alors, peut-être, pour conclure, 5 axes structurants de recommandations. Alors, les premières recommandations, et en fait, elles sont tirées du mémoire qu'on a présenté au ministère de la Famille dans le cadre du renouvellement du plan de lutte contre l'intimidation.
Euh, je ne sais pas si je le nomme correctement, je m'en excuse si ce n'est pas le cas. Mais donc, on avait proposé des recommandations en 5 axes. D'abord, le cadre normatif, où on a proposé des recommandations, par exemple, comme nommer explicitement les réalités LGBTQ2+, dans les politiques, clarifier les protocoles de dénonciation et les protocoles également de mitigation des effets de l'intimidation et de ces comportements d'agression. Euh, on a aussi proposé d'intégrer la question des enjeux numériques, hein, il y a vraiment un vide autour de cette question des enjeux numériques, de la modération par les plateformes de ce type de comportement en ligne. Donc, je pense qu'il y a une place à prendre pour une certaine volonté politique dans la régulation des plateformes numériques, puis aussi dans la lutte, évidemment, contre les discours haineux. Il y avait ensuite tout un volet sur la formation et la sensibilisation. Donc, on propose des formations obligatoires pour certains milieux et continue sur les réalités LGBTQ2+, parce que, en fait, ce sont pas des réalités figées, hein. C'est pas parce que on a fait une formation il y a 10, 15, 20 ans ou même 5 ans qu'on n'a pas besoin d'un rafraîchissement sur l'évolution. Certaines choses sont très stables, comme la marginalisation, l'exposition accrue à des comportements d'agression, à l'intimidation, au harcèlement, mais certaines choses changent, notamment la manière dont différents groupes pour se définissent et les réalités auxquelles ils sont exposés. Également une formation ou des formations ou de la sensibilisation sur les approches ou l'approche intersectionnelle, en fait, donc la manière dont on doit commencer à penser les différentes formes de marginalisation comme des réalités imbriquées. Puis ensuite, un soutien aux initiatives communautaires aussi. Donc, les organismes communautaires sont beaucoup ceux qui portent à bout de bras les initiatives de formation et de sensibilisation. Un troisième axe était celui du soutien de l'intervention, donc où il faut renforcer peut-être le caractère confidentiel des canaux de plainte, en mettre en place s'ils n'existent pas, développer des ressources spécialisées, des guides d'intervention, des stratégies éducatives, notamment auprès des personnes auteurs-autrices. Je pense beaucoup les comportements d'agression du point de vue des victimes. Euh, L'auto-victimisation est plutôt rare, donc il faut quand même commencer aussi à se tourner vers les perpétrateurs et donc les sensibiliser et intervenir plus directement auprès donc, des personnes autrices de ces comportements. Il faut aussi un quatrième axe structurant qui est la question des espaces inclusifs et des partenariats. Donc, ce qui renvoyait notamment à différentes recommandations comme le financement des organismes, des alliances dans les milieux scolaires et professionnels entre les organismes communautaires, des ressources de soutien pour les victimes, des organismes pouvant sensibiliser les personnes potentiellement autrices, donc aussi des collaborations intersectorielles, puis aussi la création d'espaces physiques et numériques inclusifs. Donc, ce qui reste un travail quand même ou en tout cas un chantier encore ouvert. Bon, ensuite, il y avait un axe peut-être un peu plus centré sur la recherche, mais donc une évaluation continue du phénomène, donc sa prévalence, son incidence, ses effets. Donc, à travers des collectes régulières de données. Euh, donc aussi de la recherche qui inclurait les communautés LGBTQ2+. Hein, il y a beaucoup cette culture de recherche dans les groupes marginalisés qui est de la recherche par, pour et avec. Ça doit également se faire dans les grandes enquêtes et dans des recherches subventionnées. Puis on fait aussi également un partage des meilleures pratiques euh, et de la recherche sur ces meilleures pratiques. Donc, c'était les 5 axes structurants qu'on avait proposés. Je ne sais pas s'il y avait une diapo, Fred, après. Toutes les références. Voilà.